Il existe des moments rares, des moments électriques et inévitables, où l'histoire ne frappe pas poliment à la porte, elle l'enfonce. L'après-midi du 8 avril 2026 est l'un de ces matins-là. L'or s'échange au-dessus de 4 150 € l'once sur le COMEX. L'argent a bondi de plus de 7%, atteignant 77 € l'once en une seule séance. Le baril de brut West Texas Intermediate s'est effondré de 10 à 8%, tombant à 92 €. Une destruction de valeur en une seule journée, incroyable pour quiconque s'était mal positionné la veille au soir. Le Dow Jones a bondi de 1374 points à l'ouverture. Le S&P 500 progresse de 2,5%. L'indice du dollar s'est effondré sous la barre, descend, effaçant tous les gains accumulés depuis le mois de mars. Et le VIX, ce baromètre fiable de la peur institutionnelle, a pratiquement disparu des écrans. Il y a 24 heures, rien de tout cela n'existait. Rien n'était envisagé, rien n'était intégré dans les prix. Et puis quelque part entre la clôture du marché du samedi et l'aube du lundi, un homme a publié 11 mots sur les réseaux sociaux qui ont changé simultanément la trajectoire de chaque grande classe d'actifs dans le monde. J'ai décidé de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant 2 semaines. C'est tout. Pas de déclaration officielle, pas de sommet diplomatique, pas de sommet. Traité longuement négocié. 11 mots publiés sur Truth Social et 6 semaines de carnage financier ont commencé à se résorber. La clef. Ce que vous devez vraiment comprendre. Mais voici ce qu'il vous faut comprendre avant d'aller plus loin, et je dis bien vraiment. Comprendre. Je ne parle pas de la version simplifiée que l'on lit dans les journaux. Je parle de la version structurelle, celle qui explique les mécanismes profonds, les mouvements extraordinaires que l'on observe ce matin sur les métaux précieux ne se produisent pas, parce qu'un cessez-le-feu serait favorable à l'or. Ils se produisent parce que la guerre était catastrophiquement défavorable à l'or. Cette distinction n'est pas une simple question de sémantique, c'est toute l'histoire. Et si vous ne la saisissez pas pleinement, vous allez mal interpréter chaque signal qui suivra. Alors, prenons le temps de tout décortiquer, lien par lien, car le mécanisme qui sous-tend ce marché est aussi élégant que brutal, parmi les plus remarquables que le système financier moderne ait produit depuis des années. Le mécanisme. Comment la guerre a détruit l'or? Lorsque les États-Unis ont rejoint Israël pour attaquer l'Iran, le 28 février 2026, les 48 premières heures se sont déroulées exactement comme le prévoient tous les manuels. L'or a progressé. Les investisseurs se sont réfugiés dans les actifs traditionnellement considérés comme des valeurs sûres. Les prix ont grimpé, d'environ 4 180 € à 5 100 € l'once. Et puis, quelque chose s'est produit, quelque chose que les manuels n'avaient pas pleinement anticipé. L'or s'est retourné, pas simplement corrigé, il s'est effondré. Quelques semaines, l'or a perdu plus de 10% par rapport à son plus haut historique, de 5 594 € et 82 centimes, ce sommet atteint le 29 janvier de cette année. L'argent, quant à lui, a subi un traitement encore plus brutal. En fin janvier, l'argent atteignait 121 ou 122 € l'once, une hausse remarquable de 145% sur l'année 2025. Au plus bas du mois de mars, il était retombé dans les 60 €, une chute de plus de 37% depuis son sommet. 40% de valeur perdue pendant une guerre. Comment? Un actif, censé être une valeur refuge, peut-il perdre près de 40% de sa valeur pendant un conflit armé? Cette question a paralysé de nombreux investisseurs, expérimentés pendant des semaines. La réponse, une fois qu'on la voit, est presque cruellement logique. Le détroit d'Ormuz, le maillon fatal, ce n'était pas une guerre ordinaire. C'était un conflit qui a touché directement le détroit d'Ormuz, ce passage stratégique d'à peine 33 km de large par lequel transite environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Lorsque l'Iran a menacé puis perturbé le trafic pétrolier dans ce détroit, le prix du brut n'a pas augmenté graduellement. Ce fut un choc brutal, sans précédent immédiat. Le Brent, qui avait débuté l'année 2026 avec des prévisions de l'Agence internationale de l'énergie pointant vers un excédent d'approvisionnement mondial, s'est violemment retourné. Il a dépassé les 100 € le baril, puis les 110 €, atteignant 113 €. Le West Texas Intermediate a quant à lui grimpé jusqu'à 110 à 7 €. Tracez maintenant l'impact de tout cela sur chaque marché en aval. Et je veux dire, chaque marché. Le pétrole au-dessus de 100 € n'est pas simplement une histoire du secteur énergétique. C'est une histoire d'inflation. Elle se propage à chaque composante de l'indice des prix à la consommation, l'alimentation, les transports, fabrication, les équipements industriels, les médicaments, l'emballage, la construction.
Une pression inflationniste soutenue à ces niveaux ne se dissipe pas en quelques semaines. Elle se diffuse, s'accumule, devient structurelle, avant même que les économistes s'accordent pour lui donner un nom, le piège de la Réserve fédérale. Et c'est précisément ici que le piège s'est refermé sur l'or et l'argent. Avant cette guerre, la Réserve fédérale américaine avait clairement tracé un chemin de baisse des taux. 3. Baisse consécutive. En 2025, avait ramené le taux des fonds fédéraux à 3,75%. Les marchés anticipaient plusieurs baisses supplémentaires. En 2026, Goldman Sachs prévoyait spécifiquement 2 baisses, une en mars, une en juin. La configuration pour les métaux précieux était, selon tous les critères historiques, presque parfaite. Des taux en baisse, un dollar qui s'affaiblit, une demande des banques centrales à des niveaux records. Et un déficit structurel de l'argent entrant dans sa 6e année consécutive. Le choc pétrolier provoqué par la perturbation du détroit d'Ormuz a anéanti chacune de ces conditions en quelques semaines. En avril, les responsables de la Réserve fédérale affirmaient publiquement que l'inflation, et non l'emploi, était leur principale préoccupation. La probabilité d'une baisse des taux en 2026, selon les données du CME, FedWatch s'est effondrée à presque zéro, pas réduite, pas repoussée, éliminée. C'est ce mécanisme qui explique l'intégralité du choc. L'or ne génère aucun revenu. Il ne verse pas d'intérêt. Lorsque les taux sont élevés et que l'on s'attend à ce qu'il le reste, parce que le pétrole alimente une nouvelle vague d'inflation, chaque euro investi dans l'or supporte un coût d'opportunité direct par rapport aux comptes rémunérés, aux obligations du Trésor et aux fonds monétaires. Les grands investisseurs institutionnels, qui détenaient des positions importantes en or, ont commencé à vendre. Non pas parce qu'ils avaient perdu confiance dans l'analyse long terme de l'or, non pas parce que les déficits d'approvisionnement s'étaient résorbés, non pas parce que les banques centrales avaient cessé leurs achats, mais simplement parce que le rapport risque-rendement dans un contexte de taux élevés et d'inflation s'était retourné contre eux. La guerre censée déclencher un afflux vers les valeurs refuges était simultanément la force qui maintenait les taux élevés et le dollar fort. Or, ces deux conditions, un pétrole cher et un dollar fort, représentent les deux plus puissants vents contraires que les marchés de métaux précieux puissent affronter. L'or et l'argent ne déclinaient pas malgré la guerre. Ils déclinaient à cause du mécanisme économique spécifique engendré par cette guerre. Et pendant 6 semaines, ce mécanisme l'a emporté. La psychologie du déclin. 6 semaines éprouvantes. Ces 6 semaines n'ont pas seulement été douloureuses financièrement, elles ont été psychologiquement conçues pour détruire la discipline des investisseurs. Je dis conçues, sans sous-entendre la moindre conspiration. Simplement parce que la séquence des événements entre les premières frappes et le dimanche soir présentait une cruauté particulière qui a mis à l'épreuve même les investisseurs les mieux préparés. Le 1er avril, Trump a publié sur les réseaux sociaux qu'un cessez-le-feu avec l'Iran était déjà en place. Les marchés ont réagi immédiatement. L'or a prolongé un rallye de 4 séances consécutives. Puis, le ministère iranien des Affaires étrangères a démenti, directement qualifiant la déclaration de fausse et sans fondement. Le soir même, Trump annonçait à la télévision nationale une escalade des opérations militaires. Le retournement a été immédiat et violent. L'or a chuté d'environ 5%. L'argent a perdu près de 3%. Le pétrole a explosé au-dessus de 110 € le baril. Puis il y a eu le 6 avril, l'ultimatum final de Trump. Il déclarait que l'Iran connaîtrait l'enfer si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert avant 8 heures du matin, heure de la Mila, côte est américaine, le dimanche. L'environnement de marché qui s'est ensuivi a été décrit par Hiroki Shimazu, stratégiste en chef chez OMS Asset Management, avec une précision remarquable. Un environnement piloté par des actualités géopolitiques où les risques dominaient chaque mouvement intraday et où le positionnement nécessitait d'anticiper. Des résultats fondamentalement binaires, non probabilistes. Soit un accord négocié, soit une escalade militaire dramatique susceptible de propulser le pétrole vers des niveaux inédits depuis des années. L'or oscillait entre 4 580 et 4 600 € l'once. Le support critique se situait à 4 400 €. Chaque séance était entièrement dictée par les publications sur les réseaux sociaux à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit, et non par les données économiques, ni par les fondamentaux, ni par les déficits de l'or, ni par les chiffres d'achat des banques centrales, l'annonce du cessez-le-feu, le déclencheur. Puis, ce dimanche 7 avril 2026, Trump a publié l'annonce. Une pause de 2 semaines, obtenue grâce à la médiation du Pakistan. Israël a confirmé par le biais
de responsables parlementaires qu'ils respecteraient cette pause. La condition posée était exprimée avec une précision inhabituelle. La République islamique d'Iran doit prendre des mesures pour assurer l'ouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz. C'était le déclencheur. Pas un accord de paix global, pas un règlement nucléaire, pas une normalisation de relations diplomatiques rompues depuis 4 décennies, une seule condition, une seule voie maritime, ouvrez le détroit. Et les marchés, qui ne sont pas réputés pour leur patience vice, à vice des nuances, n'ont pas attendu le résultat final pour réagir. Les chiffres réels de ce lundi matin. Voici où se situe chaque grand marché ce matin. Et ce sont les vrais chiffres. L'or sur le COMEX a bondi de 3,1%, s'échangeant au-dessus de 4008. 150 € l'once. L'argent a grimpé de plus de 7%, atteignant 77 € l'once, son niveau le plus élevé depuis le 10 à 8 mars. Le WTI s'est effondré de 10 à 8%, tombant à environ 92 € le baril 1, retournement spectaculaire depuis son sommet de mardi à 107 €. Le Brent a perdu près de 10 à 7% à 91 €. Le Dow Jones a gagné 1374 points, soit environ 3%. Le SP5 a progressé de 2,56%. Le Nasdaq Composite a bondi de 3,46%. L'indice du dollar a chuté de 1,2%, passant sous la barre des 100, effaçant l'intégralité de ses gains depuis le début de l'année 2026. Toutes les classes d'actifs évoluent dans la même direction, simultanément. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le dénouement d'un seul risque concentré qui pesait sur les marchés depuis 6 semaines. Pourquoi le cessez-le-feu est haussier pour l'or l'inversion du récit? Voici la question qui a envahi les commentaires depuis l'annonce. Un cessez-le-feu ne réduit-il pas la demande pour les valeurs refuges? Si la guerre s'éloigne, pourquoi l'or et l'argent progressent-ils? C'est la bonne question. Et la réponse, une fois qu'on la voit clairement, inverse complètement le récit conventionnel. La guerre n'a pas poussé l'or et l'argent à la hausse. Elle les a poussés à la baisse, là. Raison pour laquelle les métaux précieux ont chuté si brutalement pendant ce conflit n'est pas que la paix serait mauvaise pour l'or, c'est que la perturbation pétrolière du conflit a réenclenché les craintes inflationnistes, ce qui a ravivé les attentes de maintien des taux élevés, et que lorsque les taux restent élevés pour combattre l'inflation, la détention d'actifs non rémunérés, comme l'or, est pénalisée. C'est exactement ce qui s'est produit pendant 6 semaines. Un cessez-le-feu qui se maintient commence à inverser chacune de ses forces, simultanément. Si la guerre se calme et que l'approvisionnement en pétrole se normalise, le Brent continue de baisser. Ce que l'on observe en temps réel ce matin à 91 € et encore en recul. Un pétrole qui baisse atténue les pressions inflationnistes. Des anticipations d'inflation en baisse donnent à la Réserve fédérale la marge de manœuvre pour revenir à des baisses de taux. Et lorsque les baisses de taux reviennent sur la table, le coût d'opportunité de détenir de l'or et de l'argent diminue et le catalyseur le plus puissant pour les métaux précieux au cours des 3 dernières années, à savoir la baisse des taux réels, retrouve toute sa force. Les projections des grands établissements financiers, Bob Abercorn, stratégiste chez RJO Futures, a tracé la trajectoire avec précision. 1. Chemin de baisse des taux pourrait propulser l'or au-dessus de 5000 € l'once, parce que la disparition des craintes inflationnistes permettrait aux anticipations de baisse de taux de se réintégrer dans un marché qui avait complètement fermé cette porte. 5. 1000 € n'est pas seulement un seuil psychologiquement important. C'est le niveau A, à partir duquel les analystes institutionnels ont identifié que les achats frais, les entrées dans les ETF, le positionnement des fonds à effet de levier et l'accélération des accumulations pourraient se combiner en un rallye auto-entretenu. Et au-delà de 5000 €, les prévisions institutionnelles étaient déjà ambitieuses, avant la guerre. Goldman Sachs avait relevé son objectif de fin d'année à 5004, au 100 €. JP Morgan projetait 6300 € l'once d'ici la fin de l'année 2026. Wells Fargo anticipait entre 6100 et 6300 €. Deutsche Bank se positionnait à 6000 € en fin d'année. Ces estimations avaient été construites sur le scénario haussier structurel. La guerre a interrompu le chemin. Elle n'a pas modifié la destination. L'argent, un casse encore plus explosif. Je vais maintenant parler spécifiquement de l'argent, car sa situation à l'issue de ce cessez-le-feu n'est pas simplement le reflet de celle de l'or. Elle est, sous plusieurs aspects critiques, encore plus explosive. Et la plupart des médias grand public sont complètement passés à côté ce matin. L'argent a chuté bien plus fort que l'or pendant ce conflit, pas légèrement plus fort, environ
2 fois plus fort. L'or a reculé d'environ 10% par rapport à son sommet historique, pendant les semaines du conflit. L'argent, lui, a chuté de plus de 37%, depuis son sommet de janvier jusqu'au creux de mars. Cet effondrement asymétrique considérablement élargit le ratio or-argent. Et historiquement, lorsque ce ratio s'élargit, fortement sur une courte période de stress macro intense, l'argent tend ensuite à surperformer l'or dans la phase de reprise, et par une marge significative. La raison pour laquelle l'argent est tombé plus bas est structurelle, et elle explique précisément pourquoi son potentiel de rebond est plus puissant. L'argent opère avec 2 identités économiques distinctes, et pendant la guerre, les deux ont joué contre lui, simultanément. En tant que métal monétaire, l'argent a subi la même pression des taux élevés et des achats de dollars forts qui ont pénalisé l'or. Et en tant que métal industriel, massivement, consommé par les fabricants de panneaux solaires, les producteurs d'équipements, d'intelligence artificielle et les fabricants d'électronique, l'argent a encaissé une deuxième couche de dommages entièrement distinctes, lorsque le pétrole dépasse les 100 € et menace de ralentir l'économie mondiale. Les secteurs qui consomment le plus d'argent, industriels, voient leur demande se détériorer. Les 2 piliers de la demande d'argent étaient touchés en même temps, des 2 côtés. Et ces 2 forces jouent simultanément en sa faveur lorsque la situation s'améliore. Lorsque les anticipations de baisse de taux reviennent, l'argent récupère son attrait monétaire en même temps que l'or. Lorsque le pétrole recule et que les perspectives économiques se stabilisent, la demande industrielle repart, la construction de panneaux solaires reprend, la production électronique accélère, l'infrastructure d'IA continue d'absorber de l'argent à grande échelle et le déficit structurel n'a pas changé d'une once. Les fondamentaux structurels, inchangés. L'année 2026 devrait être la 6e année consécutive, au cours de laquelle la demande mondiale d'argent dépasse l'offre totale. L'offre totale est estimée à environ 1 milliard d'onces, soit environ 820 millions provenant des mines et 180 millions du recyclage. La demande totale est quant à elle estimée à environ 1,180 milliard d'onces. Cela représente un déficit compris entre 150 et 200 millions d'onces. Des déficits annuels consécutifs de cette ampleur créent des conditions de rareté structurelle que quelques semaines de compression des prix ne peuvent pas effacer. Avant le conflit, les projections de JP Morgan plaçaient l'argent aux alentours de 81 € l'once en 2026, avec des projections proches de 85 € pour le 4e trimestre. Des prévisions plus agressives positionnaient l'argent potentiellement au-dessus de 120 €, voire en direction de 150 € en fonction de la convergence des achats monétaires, des déficits, d'approvisionnement et des conditions de baisse de taux. Les 3 grandes forces structurelles. La première force, c'est la demande des banques centrales. Selon le Conseil mondial de l'or, la demande mondiale en or des banques centrales a atteint des niveaux records en 2025. Les banques centrales ont acheté plus de 1000 tonnes d'or par an, pendant 3 années consécutives. JP Morgan projette environ 190 tonnes d'achats par les seules banques centrales au premier trimestre de 2026. Il ne s'agit pas d'un positionnement spéculatif. C'est une restructuration délibérée. Des portefeuilles institutionnels, un déplacement global des réserves de dollars américains vers des actifs réels. C'est un mouvement en cours, pas un retour en arrière. La deuxième force, c'est l'érosion structurelle de la crédibilité du dollar. Avant cette guerre, le dollar avait été temporairement poussé à la hausse grâce à son mécanisme de refuge, en contexte inflationniste pétrolier, mais l'indice du dollar a tendance à long terme à s'affaiblir en raison des préoccupations liées au déficit budgétaire américain, à la montée de la dette et à la crédibilité à long terme des instruments libellés en dollars en tant qu'actifs de réserve. Ce matin, l'indice du dollar est sous les 100 et continue baisser, effaçant l'intégralité de ses gains de l'année 2026 en une seule séance. Ce signal révèle à quel point la récente vigueur du dollar était un prix de guerre, plutôt qu'une véritable confiance monétaire. La tendance à la dédollarisation qui traverse lentement le système monétaire mondial depuis près d'une décennie ne s'est pas inversée. Elle s'est accélérée. La troisième force est la direction de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les 3 baisses de taux de 2025 ont ramené les taux à 3,75%. La guerre avait temporairement fermé la porte à de nouvelles baisses. Un cessez-le-feu durable la rouvre. Lorsque la première baisse de taux reviendra à l'ordre du jour de la Réserve fédérale, le marché des métaux précieux réagira comme il l'a fait à chaque signal précédent sur ce chemin. Doucement d'abord,
puis rapidement. 5 signaux à surveiller. Voici les 5 signaux précis qui vous indiqueront si le rebond de ce mardi est en train de se transformer en une véritable reprise, ou si un nouveau cycle de volatilité est encore à venir. Premier signal, surveillez le détroit d'Ormuz à travers le prix du Brent. Si le Brent continue de reculer vers 4,25 € et en dessous, la normalisation de l'approvisionnement est en cours. Si le Brent stagne et se maintient au-dessus de 95 €, la pression sur la Réserve fédérale demeure. Deuxième signal, surveillez le langage de la Réserve fédérale. Écoutez attentivement. Tout membre votant du FOMC, utilisant les mots selon lesquels les pressions inflationnistes liées au prix de l'énergie semblent temporaires. Cette phrase constitue le feu vert pour que les anticipations de baisse de taux reviennent s'intégrer dans les prix de marché. Troisième signal, surveillez l'or se maintenant au-dessus de 4 800 €. Ce niveau était la résistance technique qui s'est appuyée sur l'annonce du cessez-le-feu. Si l'or parvient à tenir au-dessus de 4 800 € dans les prochaines séances, le prochain objectif logique est 5 000 €. Quatrième signal, surveillez la performance relative de l'argent. Dans une véritable phase de reprise, l'argent devrait surperformer l'or en termes de pourcentage. Une confirmation au-dessus de 80 € est votre signal que les deux moteurs de l'histoire de l'argent, monétaire et industriel, sont de nouveau en phase. Cinquième signal, surveillez les flux des ETF institutionnels, le retour de flux entrants. Dans les ETF, visibles dans les données quotidiennes, vous indiquera si le retour des capitaux vers les métaux précieux représente une conviction durable ou une simple spéculation à court terme. Les flux de conviction se maintiennent dans le temps. Les flux spéculatifs se retournent. Les risques, qu'il faut dire clairement, ce cessez-le-feu dure 2 semaines. Et il est conditionnel. Cette trêve de 2 semaines, obtenue par la médiation du Pakistan, qui vise une désescalade durable, adressant le programme nucléaire iranien, son réseau régional et ses relations avec Israël, constitue un défi diplomatique considérable. Le vice-président Vance lui-même a qualifié cette trêve de fragile, notant que certains responsables iraniens semblaient contredire les termes fondamentaux de l'accord. Les dommages économiques déjà causés sont bien réels. Les semaines au cours, desquelles le pétrole a traité au-dessus de 100 €, ont déjà intégré de l'inflation dans les chaînes d'approvisionnement à plusieurs niveaux. Le pivot de la Réserve fédérale pourrait être plus lent que ce que suggère la réaction des marchés ce matin. Et il existe un risque de positionnement spécifique à surveiller sur l'or. Une partie du soutien récent au métal jaune provenait d'investisseurs qui le détenaient uniquement comme assurance, contre la crise géopolitique et non comme protection monétaire. Lorsque la perception du risque de crise s'atténue, cette couche de positionnement se dénoue. Une période de consolidation avant la prochaine phase haussière significative est tout à fait plausible, même si le dénouement du conflit maintient les fondamentaux favorables. Conclusion. La fin de l'interruption, pas de l'histoire. Résumons, car c'est ici que l'argument atteint sa conclusion. Nous sommes ce lundi 8 avril 2026, l'or dépasse 4 850 €, l'argent est à 77 € et continue de progresser. Le WTI a chuté à 92 € en baisse de 10 à 8% en une seule séance. Le Dow Jones a gagné 1374 points. L'indice du dollar est sous les 100. Il y a 24 heures. Rien de tout cela n'était sur la table. Ce qui s'est produit ce lundi matin n'était pas simplement un dénouement géopolitique. C'était le démantèlement de la chaîne de causalité spécifique qui avait supprimé les métaux précieux depuis le 28 février. Le choc pétrolier, causé par la perturbation du détroit d'Ormuz, était le mécanisme qui avait fermé la porte aux baisses de taux maintenues, le dollar fort, et créé un coup d'opportunité pour l'or et l'argent qui les rendait difficiles à détenir, quels que soient leurs fondamentaux. Le cessez-le-feu, s'il se maintient, commence à dénouer simultanément tous les maillons de cette chaîne. Un pétrole qui baisse atténue les anticipations d'inflation. Les anticipations d'inflation en baisse remettent les baisses de taux sur la table. Des baisses de taux réduisent le coût d'opportunité de l'or. Un dollar plus faible amplifie les gains des métaux libellés en dollars. Et tout cela démarre d'une position où l'or est encore environ 13% sous son sommet historique et l'argent environ 37% sous son sommet au-dessus. D'un déficit d'approvisionnement structurel, d'une demande soutenue des banques centrales et d'un supercycle industriel mondial qui n'a jamais été inversé. Le marché structurel de l'or et des métaux précieux a été construit sur des forces qui préexistaient à cette guerre et qui lui ont survécu. La dédollarisation, la restructuration des portefeuilles des banques centrales, la pression budgétaire américaine,
le déficit structurel de l'argent, aucune de ces forces n'a été inversée. La guerre n'a pas créé le marché. Haussier des métaux précieux, elle l'a interrompu. Un cessez-le-feu ne termine pas l'histoire. C'est la fin de l'interruption. Cette analyse est fournie à titre éducatif et de réflexion uniquement. Il ne s'agit pas d'un conseil financier. Prenez vos propres décisions avec votre propre argent et en tenant compte de votre propre tolérance au risque